Aucune guerre gagnée ou perdue n'est jamais menée sans sacrifice. Ces sacrifices peuvent être matériels dans la perte d'équipements ou d'infrastructures monétaires, dans le coût pour l'économie d'une nation de mener une guerre, mais c'est toujours en sang. La mort est à la nature même de la guerre. Et tandis que les armées remontant à l'Antiquité ont peut-être cherché à limiter leurs propres pertes chaque fois qu'elles le pouvaient, la menace de la mort est toujours présente. Cependant, la mort n'est pas toujours une question de circonstances malheureuses. Un combattant pourrait se trouver dans leur dernier moment. Tout au long de l'histoire, il y a ceux qui ont affronté l'ennemi, sachant que bien qu'ils mourront, certainement, leur sacrifice peut avoir un sens pour leurs camarades. Un passage souvent cité de la Bible se lit ainsi: « Personne n'a un plus grand amour que cela, de donner sa vie pour le bien des gens. » Ses amis, souvent la décision de faire un tel sacrifice est prise dans la chaleur de la bataille. Cependant, alors que la Seconde Guerre mondiale entrait dans sa phase finale, la demande de sacrifice afin d'aider à renverser la marée contre une situation de plus en plus désespérée a conduit à une entreprise presque industrielle pour jeter des vies humaines à l'ennemi dans l'espoir de détourner l'inévitable. C'est l'histoire du vent divin, le kamikaze du Japon. Bienvenue aux guerres du monde. L'histoire des kamikazes commence non pas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais plus de 700 ans auparavant, à l'époque de l'Empire mongol, en 1260 après Jésus-Christ. Kublai Khan monte sur le trône en tant qu'empereur de l'Empire mongol, inaugurant la dynastie en 1271 pendant laquelle il suit cette tradition des empereurs du monde entier. L'expansion de son domaine sous son règne, l'Empire est venu à atteindre de la mer Noire à la mer Noire, 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 à ce qui est maintenant connu sous le nom d'Afghanistan, et aussi loin à l'est que l'océan Pacifique, d'où il regardait les îles du Japon moderne comme murs pour la prise. Le Japon était à cette époque dans la période Kamakura de son histoire, fondée plus d'un siècle auparavant, et il était en proie à un changement religieux, alors que le bouddhisme zen gagnait en popularité parmi les samouraïs, la noblesse guerrière japonaise. Alors que les événements en Chine étaient une source de préoccupation pour les samouraïs, il y avait une certaine assurance à avoir que le Kublai Khan serait capable d'atteindre le Japon et que pour atteindre le Japon, les Mongols auraient besoin d'une vaste flotte pour transporter une force d'invasion s'ils devaient avoir une chance de lancer une attaque réussie. Déplacer une telle force par la mer, à cette époque, était extrêmement risqué. Et c'est pourquoi, exactement, Kublai Khan a décidé d'entreprendre une aventure militaire. De cette nature est toujours débattue parmi les historiens. Certains croient que c'était une partie d'une stratégie plus large, visant à vaincre son grand ennemi dans le sud de la Chine, la dynastie Song, en niant le pouvoir du Kublai Khan et l'aile japonaise pour le commerce et les zones de pêche. Tandis que d'autres ont suggéré qu'il a été amené à croire que le Japon avait d'énormes réserves d'or. Quoi qu'il en soit, Kublai Khan a d'abord essayé la diplomatie en envoyant des envoyés au Japon, offrant des relations amicales tant que le Japon acceptait de se ranger de son côté, que le Japon arrête ses groupes de pirates connus sous le nom de Wako de Pilaire, les navires mongols, et que le Japon paye un tribut à la cour mongole. Le régent shogun régnait sur le Japon à cette époque. Hojo Tokimun, qui considérait ces demandes comme une capitulation de son propre pays, les a donc rejetées. Lorsque Kublai Khan a répondu par des menaces d'action militaire, Tokimun les a repoussés, affirmant que ses guerriers pouvaient faire face aux hommes du Khan. Ainsi, la scène était prête pour une invasion maritime comme le monde n'en avait jamais vu. En novembre 1274, Kublai Khan a fait appel à sa considérable force en hommes et en navires, et a rassemblé une force d'invasion, estimée à environ 40 000 soldats qui seraient transportés au Japon à bord de plus de 800 navires. En débarquant sur les îles de Tsushima et Iki, les envahisseurs ont rencontré une résistance acharnée, mais ont réussi à établir une tête de pont et à commencer à avancer pour capturer davantage de territoire. Le 20 novembre 1274, les envahisseurs ont sécurisé la baie de Hakata
mais au prix de leur général Lu Fuxiang, qui a été tué par une flèche. Cette nuit-là, une puissante tempête. Un typhon a anéanti un tiers de la force d'invasion, dont beaucoup étaient à bord de navires. Le général étant mort et leur force réduite, les envahisseurs sont retournés en Chine. Les samouraïs japonais ont vu cela comme une intervention divine. Les Mongols ont tenté la diplomatie, mais leurs émissaires ont été tués par les Japonais. Ainsi, une autre force d'invasion de 100 000 hommes a été détruite, et les envahisseurs sont retournés en Chine, tandis que les samouraïs au Japon étaient envoyés en 1281. Cette fois, les Japonais étaient beaucoup mieux préparés pour l'invasion, et les forces mongoles se sont retrouvées face à un ennemi retranché et organisé. Malgré la taille de son armée, Kublai Khan a été contraint d'envoyer encore plus d'hommes dans l'invasion. Mais le 14 août, sa flotte d'invasion a de nouveau été sauvagement réduite par un typhon. Des milliers d'hommes ont péri ou ont été laissés échouer sur les plages japonaises où ils ont été traqués et exécutés par l'armée mongole. L'armée mongole a été tuée par les samouraïs. Cette invasion aussi a été un échec, et une fois de plus, les samouraïs ont vu la tempête comme une intervention divine, ce qui a conduit au terme kamikaze, signifiant vent divin. L'histoire des vents divins sauvant le Japon d'une flotte d'envahisseurs étrangers est devenue une légende pour des générations d'hommes et de femmes japonais qui en sont venus à croire que lorsque leur maison était menacée, le kamikaze viendrait l'épargner de la destruction. Ainsi, alors que le Japon impérial se trouvait saigné à mort par les Alliés en 1944, après que sa guerre d'agression se soit transformée en une bataille pour sa survie même, la direction japonaise a vu la légende comme l'outil de recrutement idéal pour une nouvelle et terrifiante phase finale de la guerre. La discipline et la motivation, poussées à l'extrême par les Japonais, étaient essentielles pour leur armée et cruciales pour la guerre. C'était une partie clé de la guerre, et c'était une partie clé de la guerre. Les rangs des forces japonaises étaient souvent éradiqués partout où c'était possible, chaque soldat servant les souhaits de l'empereur Hirohito, qu'il considérait comme un dieu vivant. Par conséquent, sa propre vie comptait très peu par rapport à la gloire de l'empereur, et mourir pour lui et son empire était considéré comme extrêmement honorable. Ainsi, les Japonais se battaient avec une ténacité incroyable, toute notion de reddition étant simplement impensable. Ainsi, les troupes japonaises étaient beaucoup plus disposées à se sacrifier au combat si nécessaire que leurs homologues alliés et les États-Unis l'ont appris dès le premier jour de la guerre du Pacifique, lors de l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, l'incident même qui a déclenché la guerre du Pacifique. Le premier lieutenant Fusata Aida a trouvé son avion touché par des tirs de mitrailleuses, tout en attaquant les aérodromes voisins de la baie de Kaneohe. Perdant du carburant, il a signalé à son ailier qu'il était incapable de retourner au porte-avions et qu'il allait plutôt délibérément écraser son avion dans le plus grand hangar de l'aérodrome. Il a finalement échoué dans cette tentative, le feu au sol déchirant son avion en lambeaux, le faisant dépasser ses cibles avant de toucher le sol. Cependant, dans les mois qui ont suivi, de tels actes désespérés étaient l'exception. Le début de la guerre du Japon contre les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la Hollande a été extraordinairement réussi. Le Japon s'est élevé au sommet dont il ne rêvait qu'une fois, déferlant sur l'Asie du Sud et la guerre du Pacifique, 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 et le Pacifique menaçant l'Australie et poursuivant la marine américaine la plus sanglante toujours plus loin vers la côte ouest des États-Unis. Tout cela a changé après la bataille de Midway le 4 juin 1942. Dans cette bataille décisive, la force porte-avions du Japon a été décimée et un grand nombre de ses pilotes navals expérimentés ont été tués. La victoire a offert aux États-Unis la seule chose dont ils avaient besoin plus que tout à ce moment de la guerre, du temps. Du temps pour se préparer pleinement à la tâche de réduire en poussière la machine de guerre japonaise dans une guerre d'usure sanglante que le Japon ne pouvait pas gérer. Dans l'année qui a suivi Midway, la longue retraite vers les îles d'origine était en cours. Et, alors que le Japon lui-même était de plus en plus menacé, de nombreux soldats japonais se sont chargés de lancer des attaques suicides dans la croyance que cela porterait un coup puissant contre leur ennemi pour leur pays et leur empereur. En conséquence, le moment exact où l'époque des kamikazes a commencé est débattu.
En conséquence, le moment exact où l'époque des kamikazes a commencé est débattu. Parmi les historiens, mais on s'accorde généralement à dire que c'était au début de 1944. À cette époque, le Japon avait perdu son avantage dans les airs contre les Alliés, tant en quantité qu'en qualité, devant désormais faire face à un ennemi avec un nombre supérieur d'avions meilleurs et, peut-être plus crucial, de meilleurs pilotes formés. Sur un plan militaire traditionnel, le Japon ne pouvait plus rivaliser. Et donc, de nombreux officiers japonais ont commencé à se demander si le fight de percuter deliberément des cibles pourrait s'avérer une tactique plus efficace. Malgré la perte d'un pilote vital, le capitaine Okamura, commandant de la base aérienne de Tateyama près de Tokyo, croyait fermement en l'efficacité des attaques suicides. Lors d'une réunion clandestine avec le vice-amiral Onishi, il a proposé son plan pour armer des avions incapables de rivaliser avec les Américains, afin de les utiliser pour s'écraser sur les navires ennemis. Il a soutenu qu'un pilote japonais engagé, avec pour mission de percer le système de défense américain, pourrait y parvenir d'une manière inatteignable pour les autres. Le Japon serait imbattable. Il serait efficace et frapperait de terreur le cœur des Américains qui, ils le savaient, valorisaient la vie de l'individu beaucoup plus que les soldats loyaux de l'Empire japonais. De telles attaques enverrèrent donc un message que le Japon ne reculerait devant rien pour assurer sa survie. Lorsqu'on lui a demandé comment obtenir des volontaires pour de telles missions sans retour, Okamura a répondu « J'ai personnellement parlé aux hommes sous mon commandement, et je suis convaincu qu'il y aura autant de volontaires que nécessaire. » Suite à cette réunion, Okamura a commencé ses investigations pour établir un escadron de suicides dédié à partir du 15 juin 1944. Pendant ce temps, les pilotes japonais, dans le feu de l'action, continuaient d'agir de leur propre initiative et de lancer des attaques suicides sur les navires alliés. Le 12 septembre 1944, 2 pilotes de l'armée japonaise stationnés sur les îles Negros se sont portés volontaires pour lancer une attaque suicide sur les Japonais. Le 12 septembre 1944, 2 pilotes japonais, le premier lieutenant Kosai et un sergent anonyme, se sont volontairement engagés dans une attaque suicide contre un groupe de porte-avions américains. Ils ont décollé avant l'aube avec des avions armés de bombes de 100 kg, visant à détruire un porte-avions américain. Cependant, ils ont été interceptés et abattus avant d'atteindre leur cible, leurs véritables intentions inconnues des défenseurs américains. L'amiral Arima, commandant la 26e flottille aérienne de la première flotte aérienne, le 15 octobre 1944. Il a ordonné à 2 vagues de bombardiers Yokosuka Dequatreauai Judy d'attaquer l'USS Franklin. À la surprise de beaucoup de ses hommes, il a choisi de les rejoindre dans l'attaque. Bien qu'il soit comparativement doux et tactique par rapport à d'autres commandants japonais, on savait qu'il favorisait les attaques suicides lorsque les enjeux les ont fait croire qu'ils n'avaient aucune intention de revenir. Les 2 vagues d'avions ont lancé leurs attaques contre le Franklin, mais ont été attaqués par des vagues de chasseurs américains avant que la plupart ne puissent même approcher de leur cible. Une seule bombe a frappé le pont arrière du Franklin, tuant 3 marins, mais causant relativement peu de dommages au navire. Arima lui-même a été intercepté et abattu. Cependant, les autorités japonaises étaient déjà convaincues de que les dommages étaient causés par la plongée suicide d'Arima dans le navire, et il n'a pas pu échapper à l'attaque. Il a immédiatement été élevé au rang de héros national, tandis que l'exagération des dégâts qu'il avait causés était suffisante pour encourager les volontaires pour les nouvelles unités spéciales qui mèneraient des attaques suicides dans les mois à venir. Moins d'une semaine plus tard, le 21 octobre, alors qu'il soutenait les forces américaines lors de la bataille cruciale pour reprendre les Philippines, le croiseur de la Marine royale australienne, AMS Australia, a été délibérément percuté par un avion suicide, tuant 30 personnes à bord, y compris l'équipage du navire et les membres d'équipage, et en blessant 60 autres. En Australie même, cette attaque est généralement considérée comme le début de la période kamikaze. Cependant, la plupart s'accordent à dire que l'attaque a été faite à nouveau à l'initiative du pilote, plutôt que dans le cadre d'une attaque suicide planifiée. L'attaque sur le HMAS Australia a eu lieu seulement 3 jours après que le vice-amiral Onishi soit arrivé, à la conclusion que les attaques suicides étaient désormais le seul moyen de renverser le cours de la guerre dans le Pacifique en leur faveur, ou du moins de retarder l'avancée des Alliés.
ayant écouté les suggestions d'Okamura et connaissant de première main la situation désastreuse du Japon en termes de production d'avions. Lorsqu'il est arrivé aux Philippines pour prendre le commandement de la première flotte aérienne, il a convoqué une réunion le 19 octobre dans laquelle il a exprimé sa conviction que la force affaiblie de ces nouvelles forces était lamentablement insuffisante face aux forces alliées qui leur étaient opposées. Au cours de la réunion, un Onishi au visage sombre et fatigué a dit à ses subordonnés « À mon avis, il n'y a qu'un seul moyen de garantir que notre faible force sera efficace au maximum, c'est d'organiser des attaques suicides. » Onishi a demandé des volontaires parmi ses hommes, l'idée de les ordonner d'y aller étant trop lourde à porter même pour lui à ce moment-là. Il n'a pas fallu longtemps pour que 2 d'entre eux puissent faire leur chemin à l'unité spéciale qui serait sous le commandement du lieutenant Yukio Seki. Il y avait peu de doutes concernant le courage, les compétences en leadership et les capacités de vol de Seki, lui étant l'un des hommes les plus expérimentés disponibles pour Onishi. Mais il était initialement hésitant, non pas tant pour sa propre sécurité, mais plutôt concernant sa jeune épouse et sa mère récemment veuve, qui étaient toutes deux à sa charge. À la fin, le devoir a prévalu et il a accepté de commander la nouvelle unité Sherchant Un. Identité, c'est l'officier d'état-major d'Onishi, le capitaine Inoguchi, qui a suggéré qu'il soit connu sous le nom de noyau kamikaze, l'intention étant que, comme ce vent divin des siècles passés, ces hommes courageux arriveraient lorsque le Japon en aurait le plus besoin et détruiraient les navires ennemis. D'autres unités de suicide adopteraient des noms différents, mais le terme « kamikaze » est resté dans l'esprit des Japonais et des Alliés, et le nom serait à jamais associé plus à l'acte désespéré de se suicider au combat, et le nom est le sens commun du terme « kamikaze », qui était à l'origine contre son ennemi que du vent divin qui a coulé la flotte mongole. Onishi et son personnel ont été surpris non seulement par la volonté de leurs hommes à participer à de telles opérations, mais aussi par leur enthousiasme. Malgré la connaissance qu'ils allaient mourir, la création de la force de suicide a en quelque sorte revigoré les Japonais aux Philippines, de nombreux équipages au sol exprimant leur envie que ces hommes donnent leur vie dans une entreprise aussi honorable. Cela a encouragé Onishi à chercher d'autres volontaires ailleurs, et le 20 octobre, il a envoyé le commandant Nakajima à une autre base aérienne navale pour former un autre groupe. Nakajima insistait sur le fait qu'il ne prendrait que des volontaires, et en plus d'énumérer les raisons pour lesquelles beaucoup d'entre eux ne devraient pas se porter volontaires, comme être mariés ou avoir des personnes à charge, il a également rendu le processus de volontariat anonyme afin que personne ne se sente honteux de se porter volontaire pour la mort. À sa surprise, seul Onishi a réussi. Onishi était l'unique apte à le faire. Les 2 seuls non-volontaires étaient des pilotes à l'hôpital proche, se rétablissant de blessures de combat. Avec un noyau de volontaires prêts à faire leur part, Onishi devait maintenant décider où les déployer au mieux pour que leur sacrifice ne soit pas gaspillé et que leur mort inflige le maximum de dégâts aux Alliés. Il a choisi les porte-avions de la 3e flotte américaine et le matin du 21 octobre, une force de kamikazes a été envoyée pour les chasser, mais ils n'ont pas réussi à localiser la flotte et donc leurs pilotes ont vécu un peu plus longtemps, car ils ont été forcés de retourner à leur base car il manquait de carburant. Plus tard dans l'après-midi, les hommes du commandant Nakajima se préparèrent à lancer 5 chasseurs Zéro, chacun équipé d'une bombe de 250 kg, pour commencer leur chasse au porte-avions. Mais ils se retrouvèrent plutôt sous l'attaque des avions américains. Les Zéros ont été détruits chacun au sol, alors 3 autres ont été préparés, et leurs pilotes ont décollé dans la direction d'où venaient les attaquants, espérant localiser leur porte-avions. Encore une fois, les kamikazes ont échoué. 2 sont rentrés à la base, tandis que le lieutenant Kuno, le 3e, a persisté à chercher une cible avec le peu de carburant restant. On ne l'a plus jamais vu, probablement abattu en route. Au cours des jours suivants, les forces américaines et alliées se sont engagées dans une bataille sanglante et brutale, au cours de laquelle l'armée japonaise était de plus en plus malmenée par la puissance d'extinction alliée. La bataille a même coûté aux Japonais l'un de leurs super-cuirassés, le Musashi, frère du célèbre Yamato. Ces pertes ont seulement convaincu davantage les dirigeants japonais que la guerre conventionnelle n'était plus une option et que le kamikaze était le seul choix restant. Le 25 octobre au matin, 4 Zéros ont évité les patrouilles de chasse américaines grâce à des nuages épais et ont repéré 4 points JP et Ryosuke Matsutake, le porte-avions d'escorte américain USS Santee. Obtenant une surprise totale,
Les artilleurs anti-aériens du porte-avions essayaient toujours de diriger leurs armes lorsque le premier zéro s'est écrasé sur le navire, soufflant un trou de 9 mètres de long et 4,5 mètres de large dans le pont d'envol, déclenchant des incendies dans le hangar en dessous. Si ce n'était grâce à un effort de contrôle des dégâts héroïques de l'équipage du navire, l'incendie menaçait d'allumer de nombreuses bombes qui étaient armées sur les avions prêts pour une mission. Si elles avaient explosé, le navire aurait été une perte totale. 16 hommes ont été tués et 27 blessés. Alertés du danger qu'ils couraient, le porte-avions et ses escortes ont commencé à tirer désespérément sur les avions restants. Un autre zéro s'est dirigé vers le porte-avions USS Sewanee, mais à la dernière minute, il a été touché par le feu américain et envoyé en spirale dans la mer où sa bombe a explosé, envoyant des éclats d'obus qui ont tué le porte-avions. Les artilleurs anti-aériens du porte-avions étaient ciblés. Un d'entre eux a touché un marin sur l'USS Sangamon. Un troisième zéro a été détruit en tentant de frapper l'USS Petroff Bay, tandis que le quatrième pilote kamikaze se retrouvait maintenant l'objet d'une attaque par des Grumman F-6F Hellcats américains. Les Américains étaient tellement préoccupés par les pilotes suicidaires au-dessus d'eux qu'ils n'ont pas remarqué qu'un sous-marin japonais était apparu à tribord de l'USS Santee. Le sous-marin a lancé une attaque inefficace, mais cela a réussi à détourner brièvement l'attention américaine du ciel. Le kamikaze restant a décidé que c'était maintenant son opportunité, et avec les Hellcats à sa poursuite, il a fait une charge acharnée vers l'USS Sewanee. Touché par le feu défensif et laissant une traînée de fumée, le kamikaze a frappé le navire, sa bombe détonnant entre le pont d'envol et le hangar, déclenchant de nombreux incendies et désactivant le mécanisme de direction du navire. Encore une fois, un effort remarquable de contrôle des dommages a sauvé le navire d'un dommage plus grave, mais pour le coup de seulement 4 zéros et leurs pilotes, les Japonais avaient effectivement éliminé 2 porte-avions américains de la lutte pendant une bonne partie de la journée et limité leur efficacité globale jusqu'à ce qu'ils puissent être entièrement réparés au port. Plus de kamikazes ont agi le lendemain. 5 zéros, commandés par le lieutenant Seki, ont quitté l'aérodrome de Malacca à Luzon pour assaillir la flotte américaine près de Samar. L'avion était accompagné de chasseurs d'escorte. L'un d'eux était piloté par l'as le plus titré du Japon, Hiroyoshi Nishizawa, qui aurait 87 victoires à son actif. Arrivant à basse altitude pour éviter la détection jusqu'au tout dernier moment, 2 kamikazes ont été abattus, tentant de frapper l'USS Fanshawe Bay, tandis qu'un troisième a réussi à toucher le pont d'envol de l'USS Kitkun Bay, sa bombe explosant au contact et envoyant les débris de l'avion par-dessus bord dans l'eau, laissant derrière lui de nombreux incendies à bord. Seki et un autre kamikaze ont été abattus. Le dernier zéro a tenté d'atteindre l'USS White Plains, mais a été confronté à un feu anti-aérien intense. Les 2 avions, ayant été touchés par des obus AA de 40 nm Seki, a interrompu son attaque et a plutôt visé l'USS St. Lo, tandis que son camarade a continué avant que son avion ne soit renversé sur le côté, et il s'est écrasé à l'arrière de sa cible. Seki a fracassé son avion à travers le pont d'envol du St. Lo à une vitesse phénoménale, créant un trou dans le hangar, son carburant et sa bombe, déclenchant des incendies qui ont à leur tour déclenché une chaîne d'événements dévastateurs qui ont vu le carburant et les armies stockées à bord d'un flammer. À 1100 heures, il était clair que le St. Lo était perdu et l'équipage a commencé à abandonner le navire. Depuis leur canot de sauvetage, ils ont regardé, 25 minutes plus tard, leur porte-avions disparaître sous les vagues, le premier, mais certainement pas le dernier, navire à être perdu à cause des kamikazes. Ceci, avec les dommages aux autres porte-avions, semblait confirmer que l'USS St. Lo était bel et bien mort. Une victoire remarquable. L'USS St. Lo était mort, affirmant que ces tactiques étaient la seule solution pour sauver le Japon. La bataille du golfe de Leyte, au cours de laquelle ont commencé des missions de suicide organisées par des pilotes contre les Alliés, est créditée comme étant la plus grande bataille navale de l'histoire, avec plus de 200 000 hommes impliqués. Elle a également mis en évidence l'importance croissante de la puissance aérienne et navale conventionnelle japonaise, tout en soulignant l'élément le plus important de l'histoire japonaise, l'impact d'un soldat engagé de l'Empire. Le génie était sorti de la bouteille pour les kamikazes, et d'autres unités de suicide ont rapidement été formées et jetées dans la mêlée, tandis qu'en même temps, les ingénieurs japonais ont commencé à chercher des moyens d'améliorer leur efficacité, y compris le développement d'avions kamikazes de 10. Entre mi-octobre 1944 et janvier 1945, plus de 500 avions ont effectué des sorties kamikazes, infligeant de grands dommages aux avions alliés.
Les forces alliées essayaient simultanément de détruire les navires alliés, instillant la peur parmi les équipages. Pour les esprits modernes, particulièrement occidentaux, il est difficile de comprendre comment quelqu'un pourrait si volontiers planifier et s'entraîner à jeter sa vie ainsi. La pensée conventionnelle soutiendrait qu'il est préférable de vivre pour son pays et de se battre aussi longtemps que possible pour obtenir la victoire, plutôt que de servir simplement un jour au combat, malgré les gains qui pourraient être réalisés par ce seul sacrifice. On peut trouver un aperçu fascinant de l'esprit d'un volontaire kamikaze dans les paroles de l'un de ceux qui ont survécu au corps des kamikazes, Hiseo Oriyama, qui avait 21 ans lorsqu'on lui a demandé de devenir un kamikaze fin 1944. S'adressant au journal Guardian du Royaume-Uni en 2015, il a expliqué « Lorsque nous avons été diplômés de l'école de formation de l'armée, l'empereur Showa a visité notre unité sur un cheval blanc. J'ai alors pensé que c'était un signe qu'il demandait personnellement nos services. Je savais que je n'avais pas d'autre choix que de mourir pour lui. À cette époque, nous croyions que l'empereur et la nation du Japon ne faisaient qu'un. Nous avons terminé notre formation et on nous a donné un bout de papier blanc nous donnant 3 options. S'engager par un désir fort, simplement s'engager ou refuser. Nous n'avons pas beaucoup réfléchi, ayant été formés à réprimer nos émotions. Même si nous devions mourir, nous savions que c'était pour une cause noble. Mourir était l'accomplissement ultime de notre devoir et on nous a ordonné de ne pas revenir. Malgré le récit commun selon lequel chaque soldat japonais est allé volontairement, embrassant leur destin, les recherches d'après-guerre semblent contredire cela. Alors que le cadre initial de pilotes était en effet enthousiaste, le nombre de volontaires pour remplacer ces hommes dans les unités de suicide a très rapidement commencé à se tarir. Beaucoup de ceux qui ont été approchés pour rejoindre étaient à peine sortis de l'école et commençaient ou venaient de terminer leur formation de pilote lorsqu'on leur a demandé de le faire. Les Japonais n'étaient pas si impatients de mourir pour le Japon. Ayant à peine vécu, ils n'étaient pas si impatients de tout jeter par la fenêtre. Les commandants japonais ont loué les hommes qui se sont portés volontaires de leur plein gré, s'assurant que leurs dernières heures étaient passées en héros avant leur sacrifice. Mais ceux qui ont choisi de ne pas se porter volontaires ont vécu une expérience très différente. Ces hommes étaient souvent interrogés sur les raisons pour lesquelles ils ne souhaitaient pas mourir pour l'empereur, dans l'espoir que cela les forcerait à reconsidérer leur position. On leur disait souvent qu'ils allaient de toute façon mourir aux mains des Alliés, et que leur mort pourrait tout aussi bien signifier quelque chose. D'autres ont été honteusement poussés à se porter volontaires, soit par les autres membres de leurs unités qui se sont portés volontaires, soit en leur disant que leur famille les renierait s'ils ne partaient pas. L'honneur familial étant une notion chérie dans la culture japonaise. Quoi qu'il en soit, dans leur quête de volontaires, consentants ou non, les commandants japonais semblaient également peu se soucier de l'âge. Le 27 mai 1945, 2 bombardiers légers, Sonia obsolètes, ont été envoyés au Japon et ils ont été pilotés dans le destroyer américain USS Brain alors qu'il assurait des fonctions de piquet radar pour l'invasion d'Okinawa. Un avion a frappé le pont, tandis que l'autre s'est écrasé au milieu des navires, tuant 66 marins. Yukio Araki, âgé de seulement 17 ans, pilotait l'un de ces avions kamikazes. Face à la menace des kamikazes, les marines alliées ont commencé à augmenter de manière spectaculaire le nombre de chasseurs à bord de leurs porte-avions, dans l'intention de détruire autant d'entre eux que possible et aussi loin que possible des navires. Car lorsqu'un kamikaze était en piqué mortel, le toucher avec des canons défensifs faisait souvent très peu, et plus d'une fois, ils ont quand même atteint leur cible, malgré avoir été réduits à une épave en flammes auparavant. Juste un petit feu déclenché par les débris d'un kamikaze détruit avait le potentiel de provoquer une catastrophe à bord d'un navire de guerre armé et ravitaillé en carburant. Les menaces kamikazes ont donc vu l'introduction d'un grand nombre des grands avions sur les ponts des porte-avions vers la fin de la guerre, à savoir le Vought F-4U Corsair. Bien que le Corsair ait été en service depuis décembre 1942, il avait principalement été utilisé à partir de bases terrestres, et il n'était pas considéré comme aussi adapté aux opérations de porte-avions que le F-6F. Maintenant, le Corsair était jeté dans la mêlée contre les kamikazes. Brutal, puissant, aussi résistant que de vieilles bottes et d'une vitesse époustouflante pour son époque, le Corsair a prouvé sa valeur contre les kamikazes et est devenu connu sous le nom de l'ange d'Okinawa pour son taux de réussite contre eux pendant la bataille. Le problème pour les kamikazes
était que, compte tenu des dégâts causés par les bombardements alliés à l'industrie japonaise, les avions disponibles pour la mission sans retour étaient souvent des types obsolètes qui avaient survécu jusqu'à présent à la guerre. Ils étaient souvent à peine utilisables, ayant déjà subi les sévices du combat, ou un manque de pièces de rechange provenant d'un Japon en flammes. Ce fait a conduit à l'histoire remarquable d'un certain Takahiko Ina, qui à 20 ans étudiait l'économie à Tokyo lorsqu'on lui a demandé de devenir un kamikaze. Entre avril et mai 1945, il a fait 3 tentatives distinctes pour accomplir son dernier devoir pour l'Empire, mais à chaque fois, des problèmes mécaniques l'ont empêché de mener à bien sa mission. Et lors de sa dernière tentative, le moteur de son avion a coupé, provoquant son crash et celui de ses 2 membres d'équipage en mer. Échoués sur une île voisine, ils ont dû attendre 2 mois et demi pour être secourus. Il a été envoyé à Tokyo, au Japon, où il a survécu à la guerre et vécu jusqu'à 90 ans. Cependant, alors que la bataille d'Okinawa faisait rage, les Japonais ont réussi à introduire un nouveau kamikaze, plus puissant, qui semblait presque invincible. Le Yokosuka MXB-7, plus communément connu sous le nom d'Oka, n'a jamais été destiné à être un avion de quelque type que ce soit. C'était un missile anti-navire guidé, et le système de guidage était bien sûr un seul pilote en mission suicide, alimenté par 3 types de missiles. L'Oka était capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 403 miles par heure en vol horizontal, mais lorsqu'il entrait dans sa plongée sur la cible, avec tous ses roquettes brûlant le dernier de son carburant, il pouvait atteindre des vitesses approchant 600 miles par heure. À une telle vitesse et étant une cible si petite, l'Oka était incroyablement difficile à toucher, et sa charge militaire de 1200 kilos pouvait être dévastatrice pour tout navire qui se trouvait à la mauvaise extrémité de son dernier vol. Heureusement pour les Alliés, la portée n'était pas l'un de ses attributs et il devait être transporté à sa cible par un bombardier Betty spécialement modifié. À ce stade de la guerre, le G4M Betty était extrêmement vulnérable à l'interception par les derniers chasseurs alliés. Et après avoir appris cette faiblesse et la menace que représentait l'Oka, les commandements alliés ont réagi en étendant simplement la portée de leurs patrouilles aériennes de combat, le G4M. Betty, un missile anti-navire puissant, pouvait abattre des bombardiers avant que les Oka n'arrivent à portée. Des versions de ce missile qui pourraient être lancées depuis la Terre, ou même des sous-marins, ont été proposées, mais elles n'ont pas vu le jour à temps. Au final, malgré une poignée de navires touchés par les Oka, leur impact réel sur l'effort de guerre allié a été mineur. 852 ont été fabriqués, incluant des variantes d'entraînement non destinées au combat. Cependant, la supériorité aérienne alliée était trop importante. En réalisant que les Oka suspendus sous les bombardiers qu'ils tiraient transportaient un seul pilote kamikaze, qui mourrait même si le G4 était légèrement endommagé et que l'équipage pouvait s'éjecter, les pilotes alliés leur ont donné le nom peu flatteur de Baka, qui se traduit approximativement en japonais par idiot. Le 20 août 1945, les dernières attaques kamikazes de la guerre ont eu lieu en Mandchourie, en Chine, après l'invasion des forces de l'Union soviétique, déclarant la guerre au Japon après la défaite de l'Allemagne nazie. L'attaque contre les colonnes blindées soviétiques était plus symbolique qu'utile, car en quelques heures, les forces japonaises ont commencé à déposer massivement leurs armes, alors que l'empereur Hirohito annonçait la capitulation du Japon face au bombardement atomique américain d'Hiroshima et Nagasaki. Bien que de nombreux faits et chiffres sur les kamikazes soient contestés, selon les recherches publiées dans l'histoire officielle de l'US Air Force, il y a eu environ 2800 attaques kamikazes lors des dernières étapes de la guerre, dont près d'1 sur 5 a réellement atteint son objectif. Le nombre de navires crédités d'avoir réellement été coulés ou endommagés au-delà de toute réparation est un sujet fortement débattu, car d'autres facteurs entrent en jeu, comme la nécessité de réparer les navires endommagés par les kamikazes avec la fin de la guerre en vue. Les navires qui auraient pu être réparés et remis en service ont donc été répertoriés comme perdus à cause des kamikazes. L'US Air Force attribue aux kamikazes le naufrage de 34 navires, tandis que d'autres sources avancent des chiffres aussi élevés que 57 lorsque ces autres facteurs sont pris en compte. Peu importe le chiffre que vous choisissez de soutenir, il est généralement admis que l'impact psychologique des kamikazes était plus grand que le nombre de navires qu'ils ont pu couler. Certains chercheurs soutiennent que les kamikazes étaient un dernier recours,
et qu'ils ont coulé plus de navires qu'ils n'ont pu. Des chercheurs pensent que le Japon a coulé plus de navires qu'annoncé, une action désespérée sans impact réel sur l'issue de la guerre, et dont la menace a été exagérée. Il y a une certaine crédibilité à trouver dans le fait que la plupart des navires coulés étaient des porte-avions légers, des destroyers ou des navires de soutien, qui étaient très légèrement blindés. Contre des navires fortement blindés comme les cuirassés ou les porte-avions de flotte britanniques avec leurs ponts d'envol blindés, ils étaient nettement moins efficaces. Cependant, en contrepartie, des centaines de navires ont subi des dommages mineurs à importants causés par les kamikazes qui, sans les couler, ont sérieusement affecté leur capacité à poursuivre l'effort de guerre. Ils ont aussi détourné beaucoup d'attention alliée, impactant la planification de toutes les opérations navales une fois apparues. Enfin, concernant le concept de se tuer délibérément pour servir une cause, les kamikazes se retrouvent du mauvais côté de l'argument dans les annales de l'histoire. Comme l'a dit le journaliste et historien britannique, Sir Max Hastings, à bien des égards, du point de vue japonais, l'idée entière des kamikazes était beaucoup plus rationnelle que nous ne voulons parfois l'admettre. La première chose à dire est qu'après que les Japonais aient subi une défaite écrasante de leur marine en septembre 1944 dans les mois qui ont suivi, leurs kamikazes ont détruit beaucoup plus de navires américains que la marine japonaise n'avait pu en détruire, avec tous ses cuirassés et porte-avions et Dieu sait quoi, depuis 1942. Donc la première chose à dire sur les kamikazes, c'est qu'ils ont fonctionné et qu'ils ont réussi. Deuxièmement, je pense que nous ignorons parfois à quel point la frontière est étroite entre le concept japonais de kamikaze, que nous trouvons absolument répugnant, et le type d'opération que les armées occidentales ont mené, pour lesquelles nous avons décerné des croix de Victoria et des médailles d'honneur.